Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme et pour parler d'une nouvelle équipe du côté du World Tour. Et après avoir fait deux équipes françaises, aujourd'hui on s'attaque à une équipe américaine avec la EF Education Easy Post. On va revenir un petit peu sur la saison 2024 de cette équipe, les transferts, les coureurs à suivre. Enfin, un petit peu comme ce qu'on a fait pour les autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, quels sont les coureurs que vous allez suivre en 2025 du côté de cette formation. Et puis, deux moyens de me soutenir. La première, c'est de rajouter la petite cloche. Plus vous cliquez rapidement sur les miniatures, les notifications, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Deuxième moyen, ça c'est seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. Alors, l'AEF. Jamais facile de parler de cette formation parce que déjà c'est pas l'un des plus gros budgets du peloton, l'AEF. En 2024, selon Ladbrokes, le site belge, eh bien cette équipe avait un budget que je retrouve à l'AEF de 22 millions d'euros, ce qui en fait pas du tout l'un des plus gros budgets du peloton. C'est même plutôt dans la moyenne basse désormais, 22 millions d'euros, on pensait pas le dire il y a une époque. C'est pas beaucoup plus que Cofidis, par exemple. C'est pas beaucoup plus que Arkea, BNB Hotel. Alors après, l'avantage de EF, c'est que c'est une équipe américaine, pas les mêmes charges sociales qu'avec les équipes françaises, et puis peut-être que les coureurs sont auto-entrepreneurs du côté de chez EF, mais c'est quand même pas le plus gros budget du peloton. Et on s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui, en dessous de 25 millions d'euros, ça commence à être compliqué pour exister en World Tour. Malgré tout, EF existe aujourd'hui en World Tour. Quand on regarde les résultats en 2024 de cette équipe, ils arrivent à exister. Déjà, pas loin de 25 victoires sur la saison, ça on y reviendra un petit peu plus tard, mais surtout un classement général avec Carapaz sur la Vuelta, des victoires d'étape sur le Tour de France et sur le Tour d'Italie avec Steinhauser et de nouveau Carapaz. Et puis la victoire sur le Tour de Romandie également de Richard Carapaz. Et puis quelques autres résultats, je pense notamment à la 9e place sur le Tour de Pologne de Michael Honoré, ou encore Lucas Norukar qui fait partie des coureurs un petit peu intéressants à regarder un petit peu, ou encore la victoire de Marianne Vandenberg aux régions Pays de la Loire Tour. Mais tu t'aperçois quand même que sur les épreuves World Tour l'année dernière du côté de EF, alors oui, quand on a Carapaz, il y a 3-4 coureurs comme ça qui arrivent à exister, mais globalement c'est quand même une équipe qui a un peu du mal ces derniers temps en World Tour. Alors oui, il y a les grands tours, mais ça ne doit pas non plus totalement supprimer l'idée qu'aujourd'hui c'est quand même une équipe qui a un peu du mal à exister sur le plan international. Après, c'est le cas de pas mal des formations, hein. Encore une fois, c'est pas évident aujourd'hui avec les budgets. Et qui a certes des stars qui marchent bien. Il y a quand même eu un coureur, Benelli, c'est vrai que je l'avais oublié parmi mes déceptions, il m'était sorti un petit peu de la tête, il aurait pu faire partie des déceptions. Benelli qui a été assez transparent notamment. Il te manque un grand sprinter aussi dans ce collectif. Alors on va voir avec Albanese comment ça va changer, mais c'est vrai ou Madis Mikkels. Mais il te manque un gros sprinter. Il te manque peut-être aussi 2-3 grimpeurs pour épauler des leaders pour le classement général. C'est vrai que c'est un peu léger peut-être de ce côté-là. Et puis tu as quand même des coureurs dans l'effectif où tu te dis, on n'est pas sur le collectif le plus impressionnant au monde du côté de l'AEF. Après, c'est pas une équipe qui est non plus en grande difficulté pour les points UCI pour l'année prochaine. C'est une équipe quand même qui arrive à avoir des résultats, mais c'est vrai que Hugh Carty, par exemple, parmi les coureurs transparents aujourd'hui dans ce collectif, Hugh Carty, il a disparu un petit peu. L'année dernière, Bissegger aussi, qui était assez transparent. Chavez aussi, qui a un peu porté disparu depuis de nombreuses années. Donc c'est vrai que c'est un collectif... c'est une équipe qui est capable de faire des coups, mais qui n'est pas vraiment en capacité d'être régulière sur toute la saison. Par contre, elle est capable de faire des coups, et donc il faut toujours un petit peu la suivre, l'EF. Mais c'est vrai que collectivement, c'est pas l'équipe qui est la plus solide. Et avec un World Tour qui devient de plus en plus compliqué parce que vous avez des mastodontes et que derrière, pour exister, c'est difficile, c'est vrai qu'une équipe comme EF,
faut pas se rater sur une année, quoi. Tu peux pas vraiment te planter une année. Donc il faudra faire attention. Là, ils ont un peu de marge, clairement en termes de points UCI, mais en 2026, 2027, 2028, pour la prochaine étape du World Tour, il faudra pas se planter du côté de la UEF. Donc c'est là où ça va pas être évident du côté de cette formation, mais là, cette année, ils peuvent quand même être satisfaits des résultats qu'ils ont eus parce que y a quand même, c'est quand même un bilan satisfaisant du côté de la l'EF. Mais c'est vrai qu'avec des équipes qui progressent en termes de budget, je pense à la Decathlon, mais je pense aussi à Lidl Trek, à toutes ces équipes-là, ça va être de plus en plus compliqué à des formations comme EF d'exister, de ne pas être relégué en deuxième plan. Et c'est là où ça peut être compliqué. Donc c'est là où il faut trouver des bons jeunes coureurs. Pour l'instant, c'est pas forcément là où ils sont les meilleurs. Mais après, l'année est correcte. Du côté de la l'AEF, c'est pas non plus inquiétant. C'est pas une équipe qui a raté sa saison. Mais c'est pas non plus parfait. Tout n'est pas parfait du côté de l'AEF. C'est un peu une sorte d'entre-deux. Voilà, c'est correct du côté de l'AEF, mais faut pas non plus s'enflammer parce que c'est pas une équipe qui a surperformé en 2024 comme ce qu'avait pu faire Cofidis en 2023, qui avait vraiment été très bon en termes de performance. On regarde les victoires tout de suite de cette équipe en 2024. Elles sont au nombre de 24. Ça a commencé très tôt, comme souvent ces derniers temps avec l'AEF. Le trophée au Calvia avec Simon Kerr. Richard Carapaz remportait lui les championnats d'Équateur du contre-la-montre et le Tour de Colombie, la 5e étape, du Tour de Colombie. Alberto Bettiol faisait le forcing et s'imposait sur Milan-Turin, la plus ancienne course du calendrier cycliste. Marijn van den Berg remportait la 4e étape du Tour de Catalogne. La 4e étape de la semaine internationale, Coppi et Bartali pour Archarian. Marijn van den Berg qui faisait une razzia sur le région Pays de la Loire Tour avec le général, l'étape 1 et l'étape 4. La 4e étape du Tour des Alpes également pour Simon Kerr. Carapaz remportait la 4e étape du Tour de Romandie et le général de cette course, sauf que ce n'est pas indiqué. Là précisément Sean Quinn, parce qu'il avait bien remporté le général, je vais vérifier quand même, j'ai un petit doute là du côté de Richard, oui il avait remporté 7e pardon, oui j'ai dit qu'il a remporté, j'avais un doute d'un coup, j'ai confondu un 1 et un 7, voilà je pense, voilà. Oui, c'est ce que j'ai dû faire. Oui, Tour de Romandie, 7e, j'ai confondu un 1 et un 7, donc je m'excuse. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme résultat? Les championnats des États-Unis pour Sean Quinn, Steinhauser qui a remporté la 17e étape du Tour d'Italie. Parce que je rappelle que les championnats des États-Unis sont toujours au mois de mai. Les boucles de la Mayenne, la 2e étape est le général pour Alberto Bettiol. Ben Eli qui a remporté la 5e étape du Tour de Slovénie. Les championnats d'Irlande sur route pour Darren Rafferty. Bettiol a remporté les championnats d'Italie, les championnats du Portugal pour Rui Costa. Jefferson Alexander Cepeda qui a remporté le Tour de l'Ain, l'étape numéro 2, la 17e étape du Tour de France pour Richard Carapaz, avant de finir sur Grande Piemonte et la Utsunomiya Japan Cup Road Race pour Nelson Poles, qui fait un total de 24 victoires. Alors c'est 2 de moins qu'en 2023, mais ça reste quand même sur une moyenne haute pour cette formation qui avait connu des périodes compliquées, notamment quand elle s'appelait Cannondale Drapac, notamment dans les multiples noms qu'a eu cette équipe. Le nombre de victoires donc de cette formation lui permet d'être EF plutôt bien classé. Si je vais retrouver dans mon classement, EF ils sont 12e du classement des équipes en nombre de victoires. C'est pareil que DSM, c'est le même chiffre que la Red Bull notamment, donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. 24 victoires en plus remportées avec 12 vainqueurs différents, ce qui en fait un chiffre assez important du côté du World Tour. Malgré tout, peu de victoires en World Tour, seulement 4 sur les 24, c'est-à-dire qu'il y a 20 victoires qui n'ont pas été des victoires du World Tour. La première victoire de l'année, c'était au bout de 23 jours de course. Donc l'année d'avant c'était 16 jours dans l'année, mais c'était dès le premier jour en fait de grosses courses de l'année avec le Down Under. Et c'est plutôt la moyenne basse pour cette formation, mais qui a souvent eu des résultats assez tôt dans l'année, notamment grâce à des coureurs australiens ou néo-zélandais. Du côté des points Pro Cycling Stats sur la saison,
4743 points, c'est 500 points de moins qu'en 2023. Ça reste là aussi plutôt dans la bonne moyenne. Une moyenne un petit peu haute quand même de cette formation en termes de résultats. Donc encore une fois, voilà, une année correcte, mais il ne faut pas non plus s'emballer outre Kievrin, pas du tout, mais au-delà du raisonnable. Voilà, en termes de résultats, ça a été correct, mais voilà, pas au-dessus du lot non plus. Les transferts pour cette formation, eh bien, on a 7 arrivées pour 8 départs. Parmi les départs, eh bien, le départ à la retraite de Rigoberto Urán et Andrei Amador, qui est arrivé en même temps. Andrei Amador que Richard Carapace, mais qui avait été blessé l'année dernière au mois de mai et qui n'a jamais repris finalement. Stéphane Bissega a rejoint la Decathlon, Simon Kerr la Cofidis, Jonas Rutsch Intermarché. Alberto Bettiol lui a rejoint Astana, mais c'était au mois d'août. Et puis 2 coureurs qui n'ont pas de contrat pour l'an prochain, bien entendu, enfin pour 2025, bien entendu Andrea Piccolo, avec ses affaires de dopage, et Stéphane de Bod, le Sud-Africain, pas mauvais rouleur, mais qui n'a pas trouvé de point de chute pour le moment. Parmi les arrivées, eh bien vous avez Casper Asgreen du côté de la Soudal Quick-Step, Vincenzo Albanese d'Arkea, qui a cassé son contrat avec Arkea, Astana qui a envoyé s'amener Battistella, Alex Baudin qui était chez Decathlon, Intermarché où était Madis Mikkels, le 3e des derniers championnats d'Europe, et puis Max Walker qui était dans l'équipe de développement d'Astana, et Alistair McKellar qui était chez Hagens Berman Jayco, qui est donc l'équipe réserve de la Jayco Alula désormais. Ce qui fait que l'effectif un petit peu rajeuni, on est quand même sur un effectif qui fait partie des plus jeunes du peloton World Tour, 25 ans, 9 de moyenne d'âge, c'est à égalité avec Decathlon, donc ils sont 3e dans ce classement du côté de la moyenne d'âge, donc c'est plutôt très très bien du côté de cet effectif. Eh bien vous le voyez tout de suite cet effectif. Alors ce qui est assez marrant dans ce collectif, c'est que vous avez des coureurs qui sont... Il y a peu de coureurs qui ont plus de 30 ans, mais il y en a quand même un qui est très âgé, c'est quand même Rui Costa qui est toujours là, et puis il y a des coureurs très très jeunes également dans ce collectif. Il y a assez peu de coureurs en fait qui ont entre 25 ans et 30 ans, ils sont pas si nombreux que ça. Alors 6 coureurs ont 30 ans ou plus, 1 à 35 ans ou plus, c'est Rui Costa avec 38 ans et 94 jours. Et parmi les 6 coureurs qui ont plus de 30 ans, vous avez Hugh Carty, Carapaz, Owen Doul, Michael Valgren et Esteban Chavez. Carapaz, il a que 31 ans, je le voyais plus vieux moi. Et puis, vous avez également une bonne dizaine de coureurs, voire même un peu plus, une demi-douzaine, une douzaine plutôt de coureurs qui ont moins de 25 ans. Oui, même la moitié quasiment de l'effectif à moins de 25 ans. Vous avez Sean Quinn, Benelli, Alex Baudin, Max Walker, Van der Lee, Steinhauser, Archie Ryan, Makellar, Todome, le japonais, Rutkin Gray, Michael Rafferty, Neurekar, très talentueux le britannique parce que j'en parle pas plus tard, et puis Markel Beloki, le fils de Joseba qu'on avait vu chuter notamment sur le Tour de Catalogne à haute vitesse lors de la fameuse chute de l'étape numéro 4 de tête. Que dire de plus donc dans cet effectif ? Vous avez quand même pas mal de coureurs qui ont moins de 23 ans. Oui, vous en avez quand même 7 qui ont moins de 23 ans, donc ça c'est plutôt très rare. Et encore une fois, assez peu de coureurs qui ont 30 ans ou plus, mais plutôt les stars de l'équipe quand même qui ont 30 ans ou plus dans ce collectif du côté de la EF Education Easy Post. Du côté des coureurs, on commence avec les coureurs à suivre. On commence avec Richard Carapace. Bien entendu, c'est la star de l'équipe. C'est-à-dire que pour le classement général, c'est un peu comme chez Decathlon, il n'y a pas 150 éléments qui peuvent jouer le classement général d'une course par étape. Richard Carapace en fait partie. Je pense que Richard Carapace avait eu une année 2023 qui avait été très compliquée. C'est vrai qu'il avait eu du mal, très clairement chez EF, pas mal de chutes, un début de saison qui avait été très compliqué où il était un petit peu hors de forme. Il s'était bien rattrapé ensuite et puis derrière il y a eu la grosse chute sur le Tour de France. Donc l'année 2024 elle était vraiment pas évidente.
pour lui, surtout qu'il avait quand même emmené des gens avec lui, genre Andrei Amador, qui était arrivé avec lui dans ses bagages. Donc on lui a pas trop mis la pression quand même. Et j'ai l'impression que ça a plutôt été la bonne solution parce que l'année 2024 est plutôt réussie du côté de Richard Carapaz, avec plutôt des résultats, notamment cette 4e place sur la Vuelta. Un Tour de France, un début pas si exceptionnel que ça, malgré le fait qu'il porte le maillot jaune, et une fin de Tour de France où il a été très costaud, et notamment avec sa victoire à Super Dévoluy, et il a remporté, je rappelle, le classement de la montagne. Vainqueur d'une étape, donc voilà, sur le Tour de Romandie avec cette 7e place. Et puis il y avait également une victoire sur le Tour de Colombie. 2269 points, donc là aussi c'est correct du côté de Richard Carapaz, c'est même plutôt pas mal. Du côté du coureur équatorien, qui a encore des belles années devant lui. En montagne, il n'y a quand même pas grand monde qui est devant lui. Et puis après, bon, il y a toujours du déficit sur le contre-la-montre. Et ça, c'est, je dirais, éternel chez Richard Carapaz. Même quand il gagne le Giro, pour ceux qui s'en souviennent, il avait perdu beaucoup de temps sur le contre-la-montre. Donc je dirais que c'est quelque chose de classique, mais ça reste un très très bon grimpeur. Et puis surtout, Carapaz, c'est vrai que ça fait partie des coureurs où s'ils n'étaient pas là, des fois on s'ennuierait. Carapaz, on sait que quand il est au départ d'une course, souvent il anime l'épreuve parce qu'il est capable. C'est l'un des rares coureurs qui ose partir à son bord de l'arrivée, qui ose prendre des échappées. Et ça, c'est très intéressant de sa part. Il a un peu de folie, voilà, Richard Carapaz. Mais déjà, quand il gagne le Giro, je rappelle, c'est presque sur un coup de folie. Il part d'assez loin jusqu'où là. Quand il est champion olympique aussi, il part pas à 2 km de l'arrivée non plus. Donc c'est un coureur, voilà, qui a toujours osé partir de loin. Puis maintenant, on va voir. Il est dans sa dernière année de contrat avec EF. Moi, j'ai l'impression qu'il est pas mal chez EF. Donc je le vois pas partir, je le vois plutôt prolonger. Après c'est mon avis personnel, voilà, du côté de cette formation. On verra. De toute manière, s'il quitte EF, il n'y aura pas non plus 4000 opportunités. Il n'y a pas 150 000 équipes qui peuvent se payer Richard Carapaz et où Richard Carapaz serait leader. Donc je pense qu'il est plutôt pas mal dans cette formation-là. Et puis ce qui lui manque un peu, c'est des lieutenants. Voilà. C'est ce qu'on a vu sur la saison, il lui manque un peu des lieutenants. Bon, ça sera encore le cas cette année, parce qu'on n'a pas vraiment progressé dans ce domaine-là. Donc on verra comment ça se passe, mais bon, voilà, pour l'instant il est plutôt pas mal. Voilà, Richard Carapaz sur cette année 2024 et pour les prévisions 2025. Benelli. Oui, c'est vrai que Benelli, il a été transparent en 2024. Alors ça n'a pas été le pire des coureurs en 2024, mais quand même assez transparent. Et c'est vrai que j'aurais pu le mettre parmi les déceptions de l'année. Parce qu'après une année 2023 qui avait été excellente, notamment avec une victoire sur le Tour d'Italie, eh bien en 2024, il faudra se contenter d'une victoire sur le Tour de Slovénie et d'un titre de champion et même pas le titre de champion d'Irlande, oui, en passant, qu'il n'a pas eu. Donc il y a eu un vrai coup d'arrêt sur cette année 2024. Après c'est vrai qu'il avait pas mal couru en 2023. Donc parfois c'est compliqué d'enquiller après une très grosse saison. Surtout qu'il est jeune. L'année dernière il avait 23 ans. Il est de 2000, Benelli. Donc il a eu du mal à repartir, à se relancer, j'ai eu l'impression, en 2024. On l'avait vu déjà, c'est vrai qu'en début de saison, l'étoile de Bessèges, où il avait eu un rôle d'équipier, mais il n'était pas si exceptionnel que ça. Et je crois qu'il a eu vraiment beaucoup de mal à démarrer sa saison, malgré une 12e place sur l'Estradé, une 4e place sur le Tour de l'Algarve, mais surtout dû au contre-la-montre, notamment sur cette course. Et ça a pas... Il n'a pas eu l'état de forme qu'il souhaitait au moment où il le voulait. Il a beaucoup tenté sur le Tour de France, c'est pas passé. Il n'y a pas eu la réussite, voilà, du côté de Benelli. Il fait 10e des Jeux Olympiques. Donc c'est pas une saison catastrophique, 7e des championnats du monde, mais il a manqué de réussite énormément, voilà, du côté de Benelli. Donc on espère qu'en 2025, il y aura des meilleures jambes du côté de Benelli et qu'il arrivera à retrouver un petit peu sa marche en avant après une année, encore une fois, 2024, qui n'a pas été aussi bonne qu'attendue. Georg Steinhauser, le grand, très grand grimpeur allemand, 1m89,
C'est vrai il ressemble un peu à Jan Ullrich de ce côté-là, parce que c'est un très grand gabarit. Et puis même dans son coup de pédale, il y a des similitudes, on va dire, avec Jan Ullrich. C'est pas le mec qui utilise les plus petits braquets au monde, Georg Steinhauser. Grosse victoire sur le Tour d'Italie avec quelques places d'honneur en troisième semaine. C'est dommage, il avait perdu un petit peu de temps sur certaines étapes de deuxième semaine parce que sinon il était vraiment plutôt pas mal sur cette course qui a été le fait marquant hein, de sa saison avec une 9e place sur le Trofeo Matteotti, la Coppa Sabatini aussi où il prend la 6e place au mois de septembre. Moi, je trouve que c'est un coureur qui a un gros potentiel, Steinhauser. Bon, EF a décidé de le renouveler jusqu'en 2026. Et c'est vrai que si tu perds Richard Carapaz l'an prochain, enfin en 2025, ça peut être vraiment un coureur sur lequel il faut miser dans les années à venir, coureur qui est dans cette formation depuis 2022, mais c'est vraiment là, cette année, où il s'est vraiment imposé, je trouve, un peu plus dans le collectif. Moi, j'ai bien aimé sa 3e semaine de Giro. Je trouve qu'il a montré, pour un premier grand tour, qu'il avait beaucoup de fraîcheur. Donc on verra comment ça se passera. Pour l'instant, il n'y a pas de programme hein, pour Steinhauser, donc je ne peux pas vous dire où il va courir. Mais là aussi, c'est un coureur qui vient d'avoir 23 ans, hein, qui a même pas 23 ans et demi aujourd'hui. Donc c'est un coureur qui doit encore prendre de la maturité. Mais je trouve qu'il y a des choses qui sont très intéressantes chez lui. Et moi, encore une fois, j'ai bien aimé son Tour d'Italie. Alors dommage, voilà, c'est vrai que si vous regardez sa saison, en dehors de 4-5 courses dans l'année, donc en dehors de ce Tour d'Italie et de 3-4 autres courses, c'est vrai que le reste des résultats ont été un petit peu plus discrets du côté de Georg Steinhauser. Donc ça montre qu'il ne faut pas trop s'emballer. Mais quand même, je trouve que la manière dont il gagne sur le Tour d'Italie, c'est quand même assez impressionnant. Et il a été très solide ce jour-là dans la tête parce que derrière, il y avait quand même du beau monde à sa poursuite ce jour-là. Nelson Poles, une année compliquée, un peu comme Victor Lafay, comme Geoffrey Bouchard. Il a démarré très tard la saison. Il a repris quand... Alors, il avait commencé en février, mais ça allait pas. Ah non, il a commencé plus tôt. Je pensais qu'il avait commencé très tard, mais en fait, il a très peu couru voilà, en février-mars. Parce que ça allait pas hein, physiquement. Donc, il s'est fait opérer. Il est revenu au mois de mai. Mais il a assez peu couru jusqu'en juin. Hein. Au final, avant le Dauphiné, il a très peu de jours de course. Il arrive sur le Tour de France avec de la fraîcheur, mais en fait, il lui manque des jours de course avant ce Tour de France. Ça, c'est clair et net. Ensuite, il finit bien. Il finit très bien l'année, même. Hein, 4e de la Coppa Bernocchi, 6e de la Classica San Sebastian, vainqueur de la dernière course de l'année, la Utsunomiya Japan Cup. En fait, je pense vraiment que sur la première partie de saison, ces petits soucis physiques l'ont vraiment beaucoup handicapé et surtout ont fait que son programme a été vraiment décalé. Et je pense qu'il aurait mieux fait de faire la Vuelta que le Tour de France parce qu'il arrivait vraiment trop juste sur le Tour de France. Il manquait vraiment de jours de course. Et quand tu vois comment il finit au mois de septembre, tu me dis « Ah, la Vuelta, ça aurait peut-être pu être intéressant de l'envoyer sur cette épreuve du côté de Nelson Poles. » Donc c'est pas sa meilleure saison, c'est pas catastrophique non plus. Encore une fois, il faut regarder le contexte des soucis physiques qui l'ont beaucoup handicapé. Donc ça lui a permis de peu courir au final, donc ça va peut-être être bénéfique pour lui sur le début de saison 2025 où lui il va être en capacité de redémarrer de manière rapide et on le verra peut-être sur les courses à Palma de Majorque du côté de Nelson Poles, mais j'espère voilà qu'on retrouvera du bon Nelson Poles et surtout qu'il sera là pendant toute la saison. Nelson Poles, ça reste aussi un coureur qui n'est pas hyper âgé, hein, 28 ans, donc c'est encore un coureur qui a des belles années devant lui, Nelson Poles, et puis il se plaît bien chez EF. Voilà, il est chez EF depuis 2020, parce qu'avant il avait été chez Visma, chez Jumbo Visma. Et puis Agans Berman Axeon dans ses premières années, voilà, l'équipe d'Axel Merckx, l'équipe qui est maintenant la réserve de la Jayco Alula, qui a toujours été performante pour dénicher et pour former des jeunes talents. Autre coureur que je vais suivre, Casper Asgreen. Ça m'intéresse. Casper Asgreen, il était un peu dans la même situation que Julien Lafilippe, hein. C'est-à-dire, c'était un peu un paria chez
chez Quick-Step. Bon, on voulait plus de lui et on lui a bien fait savoir, notamment du côté de Patrick Lefebvre, que on voulait plus de lui et on l'a vraiment poussé vers la sortie. Du côté de Casper Asgreen, moi je trouve qu'il s'est un peu perdu, c'est vrai, après sa victoire sur le Tour des Flandres. Il a complètement disparu. Il y a eu cette victoire sur le Tour de France. Mais en gros, il y a un peu un trou quand même dans sa carrière à Casper Asgreen. Mais c'est vrai qu'il avait bien sauvé les miches en passant de la Quick Step avec sa victoire en 2023, parce que sinon l'équipe passait complètement à travers sur ce Tour de France. Ouais, c'est un coureur qui doit vraiment, vraiment se relancer, Casper Asgreen. Donc j'espère que ça va bien se passer pour lui chez EF. C'est pas le plus gros collectif sur les classiques flandriennes, loin de là, mais ça veut dire qu'il aura très clairement un statut de leader sur ces épreuves-là. Et puis, encore une fois, ce statut de leader, ça peut vraiment l'aider. Et on espère retrouver du bon Casper Asgreen, parce que c'est vrai que sur les 2 dernières saisons, enfin même sur la saison 2024, vraiment il a été très transparent. Et c'est vrai qu'on cherche ce Casper Asgreen performant d'il y a quelques années. Donc là, j'espère le retrouver à un meilleur niveau, mais je vais suivre ce que ça peut donner chez UF parce que ça m'intrigue. Voilà, c'est comme Albanese. Alors, j'ai pas mis Albanese, mais Albanese aussi, ça m'intrigue parce que c'est rarement une équipe qui a été performante au niveau du sprint. Donc, voir Albanese, Madis Mikkel, ça m'intrigue. Et de voir Casper Asgreen aussi. Et il va peut-être aussi inculquer la culture du sprint dans cette formation parce qu'avec la Soudal Quick-Step, il a aussi souvent fait le travail pour des sprinters, Casper Asgreen. Donc, mais c'est un coureur qui était aussi chez Quick-Step depuis 2018, Casper Asgreen. Depuis avril 2018, il était dans cette formation. Contrat seulement d'1 an. Donc, c'est-à-dire que soit ça marche, soit ça marche pas. Et si ça marche pas du côté de Casper Asgreen, ça sera compliqué de rester en World Tour, très clairement, parce qu'on lui aura donné une deuxième chance et qu'il n'aura pas su la saisir. Et puis je termine avec Alex Baudin. Lui qui n'avait pas de renouvellement de contrat avec la Decathlon, lui qui a fait une saison intéressante en 2024. Moi j'attends de voir ce que ça va donner chez EF. Il y a de la place, il y a des opportunités dans les courses par étapes pour moi. Et on a vu qu'il a un potentiel quand même pour les courses par étapes d'une semaine. Un peu punchy, c'est aussi un mec qui a un bon baroudeur. Alex Baudin, ça faisait depuis quelques années quand même qu'il n'y avait pas eu des coureurs français dans une équipe de Jonathan Vaughters. Je crois que le dernier c'était Pierre Rolland. Il y avait eu un autre coureur, j'ai oublié son nom, à l'époque de Peter Sagan, quand ça s'appelait Cannondale. Ah non, c'était en plus quand ça s'appelait Cannondale, donc c'était même pas Vaughters à l'époque. Donc non, j'ai dit Jean-Marc Marino. Non, Alex Baudin, oui, il n'y a pas eu 150 coureurs français qui sont passés dans les équipes de Waters. Il y en avait un à l'époque où ça s'appelait Slipstream, Garmin Slipstream Chipotle, là, dans les années 2007-2008, à l'époque où il y avait Bradley Wiggins. Mais ouais, non, il y a une opportunité pour Alex Baudin. Je pense que c'est une équipe vraiment où tu peux faire des bonnes choses et tu peux vraiment progresser. Je pense qu'Alex Baudin, c'est vraiment une belle opportunité pour lui, donc j'espère qu'il va bien s'en servir. Et puis on verra ce que ça va donner désormais pour Alex Baudin. Mais ouais, j'espère que il va confirmer sa belle saison 2024 où il a été très très bon. Et j'espère qu'il va réussir à progresser dans ce collectif. Et encore une fois, il y a des opportunités, donc il y a de la place dans ce collectif vraiment pour faire de très très bonnes choses. Le maillot 2025, il est tout chaud, il vient d'arriver, il est arrivé dans l'après-midi, le maillot de la EF, parce qu'il faut savoir que c'est plutôt une équipe qui a tendance à annoncer ses maillots tardivement, donc là ils l'ont annoncé plutôt tôt. Une belle évolution du maillot avec toujours du rose, mais pas mal de touches de blanc, pas mal de nuances, j'aime bien les motifs, voilà. J'aime bien le design, comme d'habitude. Moi, je suis plutôt friand des designs de l'AEF. Donc là, je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait pour cette année 2025. Donc je vais suivre. Je trouve que c'est un maillot, encore une fois, qui est très reconnaissable. Et là, en plus, avec les petites touches de blanc, ça va permettre de les différencier par rapport à Van Rysel quand ils sont parfois en France.
Mais ouais, c'est un beau maillot. J'avais un peu peur qu'ils arrêtent avec le rose parce que l'UCI en a marre en fait des maillots qui ressemblent trop aux maillots de classe, enfin de leader sur les grands tours. Ça les emmerde. Mais je trouve que le maillot est pas mal. Voilà, donc c'est intéressant. Voilà, pour EF. Après, ils se sont rarement plantés sur leur maillot quand même, hein. J'ai rarement été déçu par un maillot de la EF, même leurs maillots spéciaux pour le Giro. Bon, eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!